J'aborde ici la troisième vidéo consacrée au discours de Madame de Chartres lors de sa mort dans La Princesse de Clèves, un texte qui tombe souvent au bac. Dans deux premières vidéos, j'ai vu que Madame de Clèves était dans un danger important à cause de la passion et que Madame de Chartres commençait son discours par attirer l'attention de sa fille et puis par lui faire une affirmation qu'elle a bien compris la passion. Je passe maintenant au conseil qu'elle va donner et c'est à partir de la ligne 20 dans mon texte. Dans ce cadre très structuré donc que nous avons vu dans la précédente vidéo, Madame de Chartres donne des conseils à sa fille et argumente, non sans se donner un exemple concret de sa propre argumentation. Elle donne des arguments ligne 20-22, songez ce que vous devez à votre mari, songez ce que vous devez à vous-même, et pensez que vous allez perdre cette réputation que vous vous êtes acquise et que je vous ai tant souhaité, et ligne 25 à 27, je reçois la mort avec joie pour n'en être pas témoin. Le premier de ces arguments, celui de la morale et de la réputation, est construit en rythme ternaire de façon à avoir davantage de portée. On notera que le rythme ternaire s'arrange pour toucher trois personnages différents afin d'être plus convaincant. Votre mari, vous-même et que je vous ai tant. Le deuxième argument est uniquement fondé sur la relation entre les deux femmes. C'est dans le sentiment qu'il trouve sa force. Tout cela est présenté dans une forme dynamique. Madame de Chartres emploie de nombreux impératifs, songez ligne 20, pensez ligne 21, ayez ligne 22, un verbe d'obligation, il faut ligne 20. Les conseils et les encouragements sont visibles et prennent la forme d'une exhortation à la vertu ligne 20, il faut de grands efforts et de grandes violences pour vous retenir, puis ligne 22 à 24, ayez de la force et du courage, ma fille. Ces arguments sont aussi marqués par des hyperboles récurrentes, par exemple à ligne 23, ne craignez point de prendre des parties trop rudes et trop difficiles. Ils seront plus doux que les malheurs d'une galanterie. L'hyperbole réside dans l'opposition entre les superlatifs et appuie le propos de Madame de Chartres. En revanche, dans le discours de Madame de Chartres, on n'observe à aucun moment de ponctuation expressive. Avec un tel sujet, l'auteur aurait pu, de façon évidente, insérer des phrases exclamatives. On peut, pour se rendre compte de la différence, comparer cet extrait avec le discours de Sancerre, quelques pages plus loin, au début de la deuxième partie, qui contient de très nombreuses exclamatives. L'auteur sait utiliser les exclamatives. Pourquoi n'en a-t-il pas utilisé ici? Du point de vue du lecteur, cela permet de montrer que l'on ne doit pas se laisser emporter par le sentiment quel qu'il soit. Madame de Chartres joint ainsi l'acte à la parole. Du point de vue de la narration, cela permet de donner un grand retentissement à son discours, qui est court, dans l'esprit de sa fille. En effet, ne laissant pas la place au sentiment, le personnage laisse davantage de place à l'écho de ses conseils. Cela est d'autant plus vrai que le refus explicite des sentiments n'est pas total. La mère, en répétant l'idée de savoir prochaine, tient à faire surgir le sentiment chez sa fille, mais surtout, elle ne lui laisse pas le temps de les exprimer ensuite. Le pathétique est donc créé, mais il est en même temps refusé car le personnage de Madame de Chartres, personnage hiératique exemplaire, ne se laisse pas entraîner par ses sentiments. Plutôt que les derniers instants passés à assouvir les sentiments, les conseils constituent finalement un héritage imposant que rien ne viendra effacer. Ils conditionnent du reste la fin du roman et la dramatisation de ce moment est en cohérence avec l'importance que l'auteur lui donne dans l'histoire et dans la démonstration de ses valeurs. On retrouve les mêmes idées dans les lignes qui suivent et qui terminent notre extrait. L'encadrement, que nous avions étudié dans les lignes 12 à 14 au titre de la théâtralisation, se poursuit après le discours aux lignes 27 à 33. La mise en scène de la part de l'auteur est différente. Elle se fonde déjà sur l'expression des sentiments de Madame de Clèves, en insistant bien sur les manifestations physiques. Madame de Clèves fondait en larmes, ligne 28. Le lien fort et même physique entre les deux femmes est également rappelé, ligne 28, de même qu'il était mis en valeur au début du dialogue. En lui tendant la main, ligne 15, trouve en effet un écho dans Sur la main de sa mère, ligne 28. Voilà deux façons de rappeler les sentiments forts qui peuvent emporter ou qui pourraient emporter les personnages dans un tel moment. Le sentiment de Madame de Clèves ne valent pas seulement pour eux-mêmes dans cette théâtralisation. Il fallait, pour l'auteur, créer une possibilité de sentiment, pour créer en contrepoint un personnage qui les refuse, et donc qui refuse la passion. Madame de Chartres prend congé de sa fille de façon abrupte, un petit peu comme tout le reste d'ailleurs, en sachant qu'elles ne se verront pas. Adieu ma fille, ligne 30. Elle se tourna de l'autre côté en achevant ses paroles, ligne 32, sans vouloir l'écouter ni parler davantage, ligne 33. On notera que ce refus des sentiments donc est même physique, elle se tourne de l'autre côté. Elle les refuse également explicitement à la ligne 30. Finissons cette conversation qui nous attendrit trop l'une et l'autre.
Alors même que la passion touche Madame de Clèves, l'auteur veut donner Madame de Chartres en exemple de femme que la passion n'atteint pas. Afin de mieux mettre en parallèle les deux femmes, elle utilise un langage similaire pour parler de la maladie physique de Madame de Chartres, le péril où elle était, ligne 13, et de la maladie morale de Madame de Clèves, le péril où je vous laisse, ligne 15. Dans le comportement de son personnage, l'auteur met donc en action son discours. Tout fait donc de ce texte un roman tragique. Créant des dangers importants et pressants dans lesquels le personnage s'engage, l'auteur met en scène les conseils au seuil de la mort de Madame de Chartres à sa fille. Mais la mort, privant le personnage éponyme d'une précieuse aide, ces adieux servent surtout à dramatiser la situation. Consciente du péril qui la menace, le personnage ne reçoit cependant pas de l'auteur les moyens pour l'affronter. Ce n'est qu'à la fin du roman que l'héritage de Madame de Chartres prévaudra. Ainsi seront mises en exergue les valeurs du classicisme et plus précisément du jansénisme. La passion est mauvaise et vous perd. Comme nous avons pu l'évoquer, la princesse de Clèves n'est pas différente dans son esprit et dans son déroulement des tragédies écrites à la même époque.